Certains enfants peuvent dire mais je fais pas exprès. Oh, le nombre de fois on m'a sorti où je n'étais pas normal. C'est-à-dire que de quoi pas être normal, où je suis en marge de la société. J'avais envie de leur dire mais allez vous faire foutre, sincèrement. L'hyperactivité et les troubles de l'attention. Entre 3 et 7% des enfants et adolescents concernés en Suisse. Des souffrances bien réelles qui impactent la vie quotidienne comme le développement de celles et ceux qui en souffrent et qui trouvent leur origine au cœur de notre cerveau. Le trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, abrégé TDAH, se définit par des difficultés d'attention, donc distractibilité, procrastination, difficultés d'organisation, de planification des tâches, associées à un handicap certain dans la vie d'une personne, avec ou sans hyperactivité, donc difficulté à rester en place, tendance à bouger beaucoup, à parler beaucoup, à interrompre les autres, avec également un handicap sur le fonctionnement de la personne. On a des neurotransmetteurs, la dopamine, noradrénaline, qui sont moins efficaces, moins efficients ou en moindre quantité, ce qui fait que l'enfant là est plus en difficulté au niveau neuronal, en tout cas des neurotransmetteurs. Ça, c'est bien mis en évidence. Le diagnostic. Première étape indispensable pour une prise en charge à venir, il est très rarement posé avant l'âge de 5-6 ans. 60 ou 70% des cas, on est dans des diagnostics qui sont assez évidents. Par contre, je dirais le 40% restant, c'est souvent des troubles qui ne sont pas diagnostiqués ou pas compris comme étant un problème d'attention. Test spécifique, évaluation de la situation dans les principaux milieux où l'enfant évolue. Pour les enfants comme pour les parents, le diagnostic, ce sont d'abord des mots posés qui apaisent. Première réaction, j'ai eu peur. Je me suis dit c'est une maladie grave. Parce que je l'ai dit spécialement, je dis hyperactivité, c'est quelque chose physique ou grave. Et là, on m'a rassurée, on m'a dit non. Je trouve que quand les parents réalisent et qu'on peut leur dire mais oui, il fait pas exprès, c'est pas pour vous embêter qu'il le fait. Hein. Ça permet aussi d'avoir une autre perspective. C'est pour ça que pour les parents et pour l'enfant, c'est essentiel par rapport à la souffrance que ça implique, parce qu'on voit autrement l'enfant et on essaye de trouver d'autres techniques que de se dire mais juste mon enfant est mal élevé ou il me provoque. Ah, c'est vraiment important. Tu arrives à rester assise à ta place à l'école? Oui. Ou tu bouges beaucoup? Parce que des fois, dans le groupe, dans le cerceau, c'est difficile. Oui. Elle a fait beaucoup de progrès. Hein. Là, ça fait sa deuxième année maintenant. Les enfants et adolescents concernés bénéficient de prises en charge et de suivis spécifiques, souvent associés d'ailleurs. Un suivi psychothérapeutique adapté à chaque enfant et à chaque situation, en individuel ou en groupe, des exercices de concentration et de relaxation, un traitement médicamenteux. On a la chance dans ce trouble d'avoir un traitement qui fonctionne bien, qui est la médication. Prescrire, l'acte de prescrire et pour le patient de prendre le médicament n'est de loin pas la seule chose. Je pense que d'abord, un élément qui est essentiel, surtout chez un enfant ou un ado, c'est qu'il comprenne son trouble. On apprend aux enfants un peu des techniques de relaxation ou d'arriver à se contenir ou à se focaliser sur une activité. Ça, c'est pour les tout petits. Comme l'étoile de mer, écarte tes jambes tout doucement, tout doucement. Puis, écarte tes bras tout doucement. Michael souffre d'hyperactivité et de troubles de l'attention depuis son plus jeune âge. Un parcours de vie semé d'embûches, d'obstacles, c'est notamment la pleine conscience, appelée aussi mindfulness, qui lui permet aujourd'hui de dominer en partie ses troubles. C'est plutôt que j'essaye au moins de ne pas être en mode automatique. C'est-à-dire que le contraire de faire le mindfulness, c'est d'être en mode automatique tout le temps. Le mode automatique, c'est de ne pas tenir compte de où est mon attention. De ne pas me poser de questions de sur quoi je me concentre. Et moi, je trouve que c'est un peu une forme de reprise de contrôle, mais plutôt saine, on va dire, de ma vie et de tout ce que je fais. Au-delà des symptômes, il y a l'école, l'un des lieux où les troubles sont les plus visibles. Jugement, mise à l'écart, décrochage scolaire, l'école a aussi son rôle à jouer dans l'accompagnement de ses enfants.
L'école, c'est quand même un univers, j'ai envie de dire, qui est assez cadré, où les élèves doivent parfois rester assis, obéir, faire les choses en même temps que tout le monde. Dans le cadre de la classe, on va pouvoir mettre en place un certain nombre d'aménagements, comme par exemple la place de l'élève dans la classe, si on peut le mettre plus au premier rang, peut-être pas à côté d'une fenêtre, ni immédiatement à côté d'une porte. On peut également lui donner un tiers-temps supplémentaire, par exemple, pour les travaux qu'il doit faire. On peut lire avec lui les consignes. Il y a tout un certain nombre d'aménagements que les enseignants peuvent mettre en place pour l'élève à ce moment-là. Seulement 5 à 15% des enfants qui souffrent de troubles de l'attention et d'hyperactivité gardent leurs symptômes à l'âge adulte. De cette souffrance, de ce parcours difficile, certains à l'âge adulte en font une force de vie pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Quand il y a un truc qui marche, je le fais à fond. Donc je m'entraîne et je vois que ça marche. Donc je continue à m'entraîner. Je suis beaucoup plus efficace pour aider les gens, être à l'écoute et les aider. C'est pour ça que je fais cette interview d'ailleurs. Je suis content si je peux aider un petit peu, parce que ça a marché pour moi.